Boker Tov. Bon là je suis dans le cadre. Comme d'habitude, Parashat Hashavua avec un message d'actualité. J'aimerais poser une question d'abord. Est-ce que le kavod c'est positif ou négatif? Kavod à recevoir ou à donner? Les deux. Hein. S'il faut en donner, c'est que c'est positif pour celui qui va le recevoir. Sinon, c'est un danger de donner. Donc à donner et à recevoir. Positif. Vous êtes marocain? Alors, comme l'a dit, en vérité, c'est le genre de question piège. C'est-à-dire quoi c'est positif, c'est négatif. C'est comme on dit aux jeunes khatalim quand ils ne connaissent pas la halakha et que leur femme leur dit mais on m'a appris comme ça. Qu'est-ce qu'il répond? C'est une marcoquette. Oui, c'est une marcoquette, il s'arrange. C'est pareil. Le kavod, positif, négatif, c'est une question très vaste. J'aimerais amener un petit peu, parce qu'il y a vraiment beaucoup à parler. C'est l'anime de kavod. Donc il y a marqué évidemment qu'il faut être boréaf min la kavod, il faut marquer qu'il faut se sauver du kavod. Celui qui court derrière le kavod, il va courir toute sa vie derrière, il ne va jamais arriver. Enfin, il y a marqué plusieurs choses sur le kavod, mais j'aimerais ramener quelques histoires pour qu'on comprenne oui l'importance du kavod et où est-ce que c'est un danger. Nagma nous raconte, Malachot Gafret, Abraham Ben Zakkai est en train de mourir. Ses élèves viennent lui rendre visite, ils demandent une bracha. Et le Rav leur fait une bracha, je vous souhaite d'avoir la crainte de Dieu comme vous avez la crainte des gens. Ils ont dit, c'est quoi cette bracha? Elle est nulle. Je peux vous dire que c'est la meilleure bracha à avoir. Et la crainte de Dieu comme vous avez la crainte des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est seul, on est moins dérangé de faire une avéra. Quand on est devant les autres, ça nous dérange un peu plus. Pourquoi ça nous dérange un peu plus quand on est entouré de gens? Tout simplement parce qu'on attend beaucoup du regard des gens. Le regard des gens nous est important. Et donc on ne veut pas hériter d'un regard négatif. Ce qui veut dire au final, c'est que le respect de nous-mêmes va nous amener à ne pas fauter. Quand on va préserver son respect personnel, on préserve notre respect personnel, on ne veut pas que les gens disent du mal de nous, pensent du mal de nous. Donc c'est ça qui va nous empêcher de fauter. Donc évidemment, ce kavod-là recherché, il est positif. Mais après dans la Gemara, dans les Darim, que Hamid Bayesh, celui qui est encore gêné, celui qui fait attention à aux remarques des autres, l'obimera et feta, il peut pas fauter rapidement. C'est-à-dire qu'il y a certaines barrières qu'il n'arrivera pas à outrepasser parce que le regard des gens lui est important. Donc le kavod qu'il reçoit des autres, le respect qu'il reçoit des autres, parce qu'il donne l'impression d'être à l'aise, bête d'email, etc., parce qu'il est accepté en société, c'est très important et c'est quelque chose qu'on doit préserver. Agma nous raconte, il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Amram Prassila. Rabbi Amram Prassila, un jour, il est parti sauver une femme, une jeune fille. Elle était captive, il est parti la sauver comme ceux qui ont été libérés aujourd'hui. Sauf que là-bas, c'était une jeune fille. C'est les Israéliens qui étaient en Turquie. Ouais, et il y en a un qui m'a dit ma belle-mère elle va en Turquie, je lui ai demandé qu'une seule chose, c'est de prendre des photos du. Avec-moi des photos, c'est tout. Et Kitsour, donc l'Agma nous raconte que Rabbi Amram Prassila, il est parti donc libérer une jeune fille qui était en captivité avec quelques élèves. Le soir arrive, ils sont dans un hôtel et Rabbi Amram Prassila, il a le Yetzer Hara qui se réveille, cette jeune fille. Il commence à marcher vers elle, et puis il se rend compte de la gravité, quoi. Et il crie au feu, au feu, au feu. Tout le monde se réveille, Rabbi Amram Prassila en pyjama dans les escaliers, qu'est-ce que tu fous? Mais il s'appelait Rabbi Amram Prassila. C'est-à-dire que pour s'empêcher de fauter, pour s'empêcher de fauter, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réveillé tout le monde pour que, face aux autres, pas capable de fauter. Donc il y a un frein, la société est un frein de la Vera. C'est-à-dire que quand on veut vivre accepté dans un groupe de personnes, écoute, là, ils font tous Shabbat, si tu fais pas Shabbat, tu vas te sentir mal, quoi. C'est pareil pour beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on va vivre dans un endroit où on a les mêmes notions, on a la même façon de vivre, d'accepter les choses, et si on va le faire, ça nous permet de nous protéger. C'est ça qui permet de nous protéger. Le Maharal Diskin, il a une explication incroyable sur la mitzvah qu'on a d'être dam et kafsrout, c'est-à-dire on voit quelqu'un qui fait une avéra, et ben on doit penser, on doit imaginer une situation et expliquer que c'est pas une avéra. Par exemple, tu vois quelqu'un qui est en train de fumer Shabbat, qu'est-ce que tu vas te dire? Il fume Shabbat. Non, alors le plus simple c'est qu'il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Mais bon,
On va se dire qu'il est en train de fumer du cannabis, refoui, il est malade, puis quoi, nefesh, etc. Ça m'a l'air un peu tiré par les cheveux. Mais oui, il faut se dire ça. Il y a quelqu'un est parti demander à Shomazavan Auerbach, il lui a dit on dit que quand on voit une voiture qui roule pendant Shabbat en Israël, il faut s'imaginer où c'est un arabe ou c'est quelqu'un qui est en train de laisser sa femme pour accoucher. Alors il a dit le Rav, moi je comprends pas, mon voisin il a un camion, je le vois sortir avec son camion. Il dit alors parce qu'il a un camion il a pas de femme. Dire quoi, c'est pas possible que sa femme est partie accoucher. Mais bon, c'est tiré par les cheveux, d'accord? C'est tiré par les cheveux. Alors pourquoi est-ce qu'on doit se tordre l'esprit? Alors il y a beaucoup d'explications. Il y a une explication très sympathique du Maridiski, mais je me rappelle d'une histoire. Un Khatan, Kala, qui arrive à leur Shabbat Khatan, et la Kala tire la tête, fait une tête. La mère de la Kala, elle voit sa fille, mais qu'est-ce qu'il y a ma fille? Elle dit écoute maman, j'espérais allumer les bougies ce Shabbat, voilà, c'est la première fois que je vais allumer les bougies, donc voilà, j'espérais allumer les bougies. C'est sur quoi tu espérais? Tu les as pas allumées? Il dit non, non, je suis sorti de la douche, il était un peu tard, les bougies étaient déjà allumées. Il les a allumées lui. La belle-mère, elle s'est dit, celui-là, on va s'en occuper. Donc elle va le voir, et il dit ça, ouais, tout va bien, ouais. Et les bougies? Quoi les bougies? Les bougies? Les bougies! Il dit quoi, les bougies? C'est quoi l'histoire? Attends, tu laisses pas ma fille allumer les bougies? Je t'explique. Il y a Alpi Kabbalah, le mari allume les bougies le Shabbat, il les éteint, et après quand la femme elle vient, après elle les allume, ça s'allume facilement. Moi je les ai allumés, et puis j'ai un copain qui m'a appelé parce qu'il ne pouvait pas être là au Shabbat, parce qu'il n'était pas là au mariage, je ne sais pas les détails. Et donc comme on n'a pas beaucoup de qualité à la maison, je suis sorti dans le balcon pour parler, j'ai oublié les bougies allumées. Bon, ça c'est la double casse-route, c'est-à-dire c'est un truc impensable, tu vois, qu'il a allumé les bougies. Allumé les bougies. Non, il n'a pas allumé les bougies, il n'a pas fait exprès. Donc il y a une mitzvah de juger positivement. Ok, mais quel est l'intérêt? Alors une des explications, et c'est celle qui m'intéresse, c'est que quand on vit en société et qu'on a autour de nous des gens qui ne font pas Shabbat par exemple, ok? Si je me dis de toute façon eux ne font pas Shabbat, bon moi qui fais Shabbat, c'est pas grave si j'arrive à 10h la Sina. Voilà. C'est pas grave si, fin de compte, vendredi soir je préfère aller au jardin avec les enfants, avec tout le quartier, quoi. C'est ce que tout le monde fait, je ne vais pas être différent des autres. Ça me permet, quand je sais que les autres ne font pas, de moi aussi me dire bon c'est pas grave si je ne fais pas à 100%. 50%, 40%, 30%, ça dépend des années, mais au final tu seras exactement comme les gens qui t'entourent. Ce qui veut dire que l'obligation de juger positivement, c'est en fait te mettre dans un cadre où tous ceux qui sont autour de toi sont des gens positifs et donc toi tu ne peux pas régresser. Encore une fois, on recherche le regard des autres, c'est-à-dire qu'on est intéressé par le regard des autres, par le respect qu'on va recevoir par les autres. Et donc oui, ce respect est positif, il est demandé par la Torah. Oui, fais attention, il y a marqué qu'il y a beaucoup de choses qui sont interdites, Mishum Maretayim. Beaucoup de choses qui sont interdites. Par exemple, un Israélien qui va en Koutzelarets le deuxième jour, il n'a pas le droit de faire des mélapotes. Pourquoi? C'est un juif, comment c'est possible qu'il fait toutes ces choses-là? Je me rappelle, dans l'autre sens. J'étais un Bachour Yeshiva, tout jeune, tout fraîchement arrivé. Et le deuxième jour de Sukkot, j'étais resté à Sukkot en Israël, j'ai pris dans un minyan d'Américains. Donc tout le monde bien habillé, fête, américain quoi. Et puis il y a un Israélien qui vient pour... La tzedaka, il comprend pas. Pas un shekel quoi. Je lui ai dit, écoute, c'est Yom Tov pour nous. Donc il y a ce minyan de Marétaïm, là c'est dans l'autre sens, mais ce minyan de Marétaïm, c'est une minyan de respect des autres, c'est une minyan de faire attention, d'être caché aux yeux des gens. Le respect qu'on attend des autres est très important, mis à part le côté psychologique, où on a besoin d'être respecté, mais pas en termes péjoratifs. C'est-à-dire que quelqu'un qui se sent pas respecté, et bon, au final, lui-même ne va pas se respecter, bon, il peut devenir SDF tranquillement. C'est-à-dire, bon, de toute façon, je suis important pour personne, donc il n'y a plus aucune importance à ma vie. Donc c'est un besoin, c'est normal, et il n'y a aucune gêne à rechercher ce respect. Le problème, il est... je vais rajouter quelque chose que Rav Shlomo Karin disait que... Est-ce que le kavod, tu traduis par respect? Ouais. Kabel et tavicha vetimecha. Kabel, c'est quoi? Respecte. Non, c'est traduit en français par les honneurs. Ouais, mais honorer, c'est quoi? Respecter. Non, on le prend en sens spirituel. Respecter sans donner de la grandeur à quelqu'un. Voilà, c'est pour ça que le terme il est un peu, il est borderline, c'est-à-dire il faut faire la part des choses. Il y a le respect et il y a, alors regardez-moi, un choix faire. Rav Shlomo Karlin disait que le Yetzer Hara, sa plus grande victoire, c'est quand il fait oublier à la personne, quand il fait oublier au juif qu'il est le fils d'Hachem. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu oublies que tu es un prince, le Yetzer Hara c'est bon, il est dans ta poche. C'est-à-dire que si tu comprends l'importance de ton identité, tu ne vas pas fauter.
Quand est-ce que tu vas commencer à fauter? Parce que justement, tu n'as plus aucun respect pour ton identité. Plus aucun respect pour ton identité. Je me rappelle quand j'étais ici, chez Vactana. Alors on faisait 2 heures de chol par jour. On devait faire le bac français avec ça, vous imaginez les notes. Et maintenant, à part ça, on n'en avait rien à cirer, donc ça c'est un autre problème. Et il y avait un prof de français qui nous a dit, mais il y a des textes à lire. Vraiment, ça nous passait au-dessus. On lui a dit, on n'a pas le temps. Il a dit, mais comme ça, vous n'avez pas le temps, il faut lire. Alors, je lui ai dit, bon, bah, je ne vais pas dire les attachants, mais je lui ai dit, on lira aux toilettes. Je me rappelle encore, il a pris son livre parce qu'il l'avait dans les mains, il me l'a jeté. Il m'a dit, mais notre littérature, c'est pas une littérature de chiottes. Il a raison. Il a raison parce que si il pense donner de l'importance à quelque chose, ben, il ne faut pas manquer de respect à cette chose-là. Donc plus on comprend que ce qu'on est, c'est important, plus on va faire attention à se préserver, à faire attention à ce qu'on est. Donc il y a, oui, ce respect de soi-même. Le problème avec le kavod, et là c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que en fait il faut se poser une question. Imaginez les Atachem, je parle après Kanevski vient à Givat Shmuel. Okay, il y aura des centaines de personnes qui vont venir, qui vont lui embrasser la main, qui vont demander une bracha. On va se lever devant le Rav. On va donner beaucoup de kavod. Ok, pas de problème. Nous c'est bon, c'est bien pour nous. Le problème c'est lui. Ah, il va se prendre pour, il va commencer à s'envoler. Comment est-ce que la Torah peut m'ordonner de donner du kavod alors que le kavod c'est un danger? Quelqu'un à qui on donne du kavod, c'est un danger, c'est dangereux pour lui. Donc nous, bon ok, peut-être il faut le faire, je ne sais pas pourquoi, on verra. Mais dans tous les cas, pour lui c'est un danger, comment c'est possible? Il y avait pendant des années, où Shaim Abinane Ouma, il y avait une fois par an, il y avait des milliers de Bachor Yeshivot qui venaient, des Sfaradim. Ils avaient organisé avec Avadia des Bachor Yeshivot qui écrivent un Dvar Torah, enfin un truc bien construit. Ils envoient une Vada de Rabbanim, les Rabbanim passent dessus, celui qui a le plus marqué les esprits. Je ne sais pas ce qu'il lui offrait, peut-être qu'il lui payait éditer un livre, ou il y avait un truc dans le genre pour que les jeunes s'habituent à écrire. Très important d'écrire. Et donc le Rav, on va dire, c'était évidemment le clou de la soirée, on va dire, enfin le clou, il arrive, des milliers de personnes, vous imaginez l'extase, et il rentre dans la salle, tout le monde voilà, se lève, etc. Il avait un micro pour prendre la parole qui était censé être coupé. Le problème, c'est qu'ils ont oublié de le couper, ils ont entendu ce qu'Arav Ovadia n'arrêtait pas de murmurer. Il citait tous les psukim qui parlaient du kavod au sens péjoratif. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de personnes qui sont là devant toi et qui sont là, mais qui te respectent vraiment. C'est pas ton statut qui est respecté, c'est pas tes roches Mimshala. Alors on te respecte parce que tu as réussi à voler la place d'une autre personne. C'est parce que tu es quelqu'un de respectable. Tu es quelqu'un en personne, pas en tant qu'en. Donc il y a vraiment un risque, il y a vraiment un kavod. Et ce kavod-là, c'est un danger pour la personne. La preuve, c'est que le Rav lui-même, il avait besoin de se travailler pour dire non mais le kavod c'est pas rien du tout, et je vais bientôt mourir, etc. Et il se faisait du moussard. Donc la Torah nous demande de faire du kavod au Rav. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit faire du kavod? Je donne un autre exemple, je donne plusieurs exemples où on voit que le kavod et la hiérarchie plutôt, c'est quelque chose de très important. Dans toutes les étapes du peuple juif où on a fauté dans le désert, il y a eu des problèmes de hiérarchie. Par exemple, quand on est parti demander des Meraglim, il y a marqué Vatikrevun et Kulchem, vous vous êtes tous rapprochés de moi. Rachid dit Be'ir Bouvia. Il y avait pas de. Vous étiez tous à égalité. Korach, c'était ça son argument. Pourquoi il y en a un qui est plus que les autres? On est tous pareils. Hegel, la faute du Vaudor, pareil. Il y a marqué que pour se mettre tous dans le même statut, on va faire tous la même avéra. Comme ça, on est tous à égalité. C'est-à-dire que cette égalité recherchée, en vérité, c'est ça qui a créé les inégalités. C'est ça qui a créé le désordre, c'est ça qui a créé les problèmes. Imaginons, enfin c'est une question qui est une question dont parlent les philosophes. On est dans un système de démocratie. On a tous la possibilité de voter, le droit de voter, le srout de voter, appelez ça comme vous voulez. Sauf que, il y a un gars qui a fait HEC, l'ENA, etc. Et bon, il est brillant, il occupe une place très importante. Il y en a deux qui ont fait ces mêmes études, un à droite, un à gauche, ils ont une discussion plutôt légitime entre eux. Okay. Mais à côté de ça, on a un gars qui à 12 ans a quitté l'école, il ne sait même pas lire et écrire, à 15 ans il était déjà en prison, à 18 ans il vend de la drogue au bas de chez lui. Et la voix du premier a le même poids que la voix du deuxième. Ça vous paraît logique? Non. C'est illogique. Tu as Sarah Bitachon, il sait ce qui se passe en Israël, il connaît les risques. Et puis tu as le vendeur de la macolette qui est très gentil, qu'on adore et qu'on respecte. Mais bon, il donne son avis. Ouais, il faut attaquer. De quoi tu parles? Tu n'as même pas les données. C'est pas que tu n'as pas la possibilité d'analyser comme lui l'analyse. Il a une expérience, c'est son métier. Azov,
Mais comment est-ce qu'on peut donner le même poids à deux personnes qui n'ont pas les mêmes connaissances, le même savoir, les mêmes responsabilités, la même expérience? C'est illogique, illogique. Donc ce Inyan là d'être tous égaux, il est vrai, mais il est faux. C'est-à-dire qu'on doit donner à tout le monde la même chance de réussir, tout le monde doit avoir les mêmes droits d'acquisition, de déplacement, etc. Mais au final, l'impact de chacun, c'est pas le même. Il y en a qui sont responsables de choses très importantes. Il y en a qui sont responsables d'autres choses qui sont très importantes, mais moins graves. Il y a quelqu'un qui est responsable, dans une mairie par exemple, de la propreté de la ville. C'est hyper important. Mais ce n'est pas aussi important que le budget de la ville. S'il n'y a pas d'argent, on ne peut rien faire. Donc on ne peut pas dire, bon, bah ok, bon, tous les deux, allez, toi tu vas nettoyer, l'autre qui va compter. Oui, mais moi je suis expert comptable, je ne peux pas balayer. L'autre dit, moi je n'ai jamais compté, je ne peux que balayer. Non, non, c'est bon, on est à égalité, hop. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc le désordre en vérité, et quand il n'y a pas cette hiérarchie, c'est la catastrophe. Dans la Gemara, c'est marqué que quand on est assis pour un jugement par exemple, alors on va mettre l'ordre des personnes placées, c'est par le plus chacham. Pourquoi? Le plus chacham, évidemment, celui qui a le plus de capacité. Quand on est dans une soirée, Messi, il y a marqué c'est vous. On va mettre le plus zaken, on va mettre la personne la plus âgée en premier. Mais c'est bon, s'il n'y a pas d'importance, il n'y a pas de décisions qui vont être prises. Alors pourquoi est-ce que tu as besoin de donner du kavod à une personne? Non, la hiérarchie, c'est l'ordre. Et l'ordre, c'est important. Tout le temps, il faut qu'il y ait cet ordre-là. Il faut qu'il y ait un ordre. D'après quoi on va le décider? Ok, ça dépend du contexte. Mais l'ordre est important. Le désordre, c'est la catastrophe. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu leur dit. Vous venez chez moi, mais c'est du désordre. Et quand c'est du désordre, c'est sûr qu'il y aura un problème. Il faut que ça soit ordonné, il faut que ça soit construit, il faut que ça soit réfléchi dans tous les détails de la vie. Que ce soit de la chose la plus importante aux détails les moins importants. Quel lien tu fais entre l'ordre et le kavod? Je vais le faire tout de suite. Puisqu'on donne du kavod à quelqu'un qui est à la tête. Là, c'est pourquoi est-ce qu'on doit le faire comme ça? Pourquoi est-ce qu'il doit avoir de l'ordre? Alors, ce que je viens d'expliquer, le désordre, c'est pas bon. Maintenant, cette personne-là, elle prend des risques. Cette personne qui est à la tête, elle prend des risques. Elle, en tant que personne, il y a par exemple le Rav Grossman, je ne sais pas si vous avez entendu parler, dernières élections du grand rabbin d'Israël, Rav Ovadia voulait qu'il soit lui le Rav Ashkenaz. Je crois qu'il est parti demander à Rav Ovadia ou à un autre Rav, il lui a dit qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, le Rav qui lui a posé, il lui a dit, qu'il a posé la question, il lui a dit comme ça. Pour le peuple, c'est bien. Pour toi, c'est pas bien. Parce qu'il y a besoin de quelqu'un comme toi. Mais pour toi, c'est pas bien parce que ce que tu fais déjà, c'est magnifique, etc. Le Michel, donc, il a décidé de ne pas le faire. C'est-à-dire que prendre une responsabilité, comme dans le rabbin d'Israël, ou comme n'importe quelle autre responsabilité. Il ne faut pas croire que c'est la chose la plus joyeuse au monde ou la plus intéressante en tant que dans la vie de tous les jours. Il y a énormément de risques. Tu perds ta vie de famille, ça c'est un problème. Mais oui, il y a des risques de kavod, il y a des risques d'erreurs que tu peux faire qui ont un impact sur beaucoup de gens. Donc ces responsabilités, plus elles sont grandes, plus elles sont risquées. Et nous, on va respecter une personne qui prend ce genre de responsabilité. Parce qu'on sait ce que ça veut dire. Mais on a besoin, c'est pas simplement lui, nous on a besoin d'avoir quelqu'un à la tête. On a besoin d'avoir quelqu'un à travers lequel on va se projeter. Voilà, c'est ça l'idole, ce qu'appelle. C'est quoi ton idole? C'est qui ton idole? C'est Michael Jackson. Ok, ben, la brute. Non, moi mon idole c'est après Kelevski. Ah, c'est déjà un peu plus construit, un peu plus important. Mais on a besoin, on a tous besoin d'avoir une image. La recherche d'élévation, quel que soit le domaine, c'est juste une histoire de cavode? Non, pas du tout. Pour la personne? Non, je vais expliquer. C'est pas ce que je veux dire. Pour soi-même. Je veux dire, quand. Par exemple, dans une société, par exemple, une société, une entreprise, je parle. Quand quelqu'un veut évoluer, c'est pas forcément pour l'histoire de cas, ou quand la personne s'est posé, quand le Rav s'est posé la question, en l'occurrence, pour devenir le rabbin côté Ashkenaz. Il aurait très bien pu se dire aussi, finalement, le problème, c'est qu'il n'y a personne d'autre qui peut assumer la fonction autrement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se présentent. C'est la responsabilisation. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans cet intérêt. Il y a des gens qui recherchent autre chose. Ça peut être le kavod, ça peut être le statut, ça peut être l'argent, ça peut être ce que tu veux. Mais il y a, et les bons en général, ils ne se mettent pas en avant. C'est-à-dire, ils comprennent ce que ça veut dire, ils ne se mettent pas en avant. Ceux qui se mettent beaucoup en avant, c'est ceux qui recherchent, qui ont des intérêts. L'exemple que tu as pris pour les élections, c'est pas comparable à ceux finalement qui sont nommés ou élus en fonction de leurs compétences. Là, tous les citoyens ont les mêmes droits finalement. Bon, on ne demande pas quand on vote à l'électeur d'avoir une compétence particulière dans le domaine. Non, c'est pas un problème. C'est ça. Alors, une grande discussion la philosophique. définition même de la démocratie. Par contre, si je vais nommer chef du budget le balayeur, là j'ai un problème. Parce qu'il n'a pas de compétence particulière ou l'inverse.
Tandis que le choix électoral, par Un définition garde du même, corps qui est, avec garde du corps qui est ministre des Finances. Ça, je dis rien. C'est peut-être une erreur. C'est sûr que Mais en c'est tous les bien. sens, non, le c'est-à-dire, droit. si le on droit dit que- d'ailleurs, si on dit qu'un électeur doit avoir une compétence Il y a un dans problème. toutes les disciplines Non. pour pouvoir faire le meilleur choix possible, J'ai pas dit ça. c'est plus de la démocratie. J'ai À pas ce dit ça. moment-là, il y a Mais d'autres quel- systèmes, c'est l'oligarchie. Celui qui a fait 15 ans C'est-à-dire les d'études. meilleurs Je sont. suis d'accord. Mais on a un autre problème. Pardon. Celui. C'est ce que tu défends, l'oligarchie, c'est un système. Non, non. Non, 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 non. Non, c'est Ce que je défends, ce qui aurait été bien dans l'absolu, mais c'est pas faisable, c'est que, par exemple, quelqu'un qui a fait 15 ans d'études, sa voix, elle a plus de poids que quelqu'un qui a jamais fait d'études. Non, 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 c'est pas la D'accord, puissance. mais après, c'est comment C'est tu notes- le pouvoir comment tu d'analyse, les le échelons, pouvoir. comment tu désignes. C'est ça. Donc comme c'est impossible, c'est impossible. Mais dans l'absolu, je vous demande maintenant, voilà, ici, toute notre vie dépend de certaines décisions. On va dire qu'on est en tant que mairie, ok? Donc on a besoin de, je ne parle pas en tant que pays, une ville, 20 000, 30 000 personnes. On veut avoir ceux qui vont gérer la vie de tout le monde, des gens qui sont capables, pas simplement des gens qui ont des liens politiques, qui ont des contacts politiques. On est d'accord? Maintenant, puisque c'est pas comme ça, comment ça se passe? Alors celui qui a plus d'argent pour faire plus de pub, il va réussir à mieux se vendre. C'est peut-être un abruti, mais on va mieux le vendre, ou il va être mieux maquillé, il va plaire aux gens. Donc en vérité, les élections, c'est bien, mais ça amène à des aberrations incroyables. On peut avoir des abrutis finis qui sont passés premiers parce qu'ils ont été mieux entourés et il y a eu un meilleur marketing, c'est tout. Et c'est ce qui se passe. C'est pas forcément les meilleurs qui sont élus, c'est ceux qui sont les mieux présentés. C'est-à-dire, des fois, on dit à une personne, tais-toi, tu sais quoi, rien que ta photo, ça suffit. Tu sais pas parler. En dehors de. J'ai pas dit le contraire. C'est vrai, c'est ce qu'on espère. Il n'y a pas de meilleur système, on n'a pas le choix. Mais ça amène à un problème. Ce que je veux dire, c'est que c'est sûr qu'on comprend qu'il faut qu'il y ait de l'ordre, et l'ordre doit être racham. L'ordre aujourd'hui n'est pas racham. Il est comme il est. Il est comme il est. Il est le meilleur de la situation, mais l'ordre n'est pas racham. Cela dit, dans certains pays, ils ont essayé de faire ça. De mettre de l'intelligence, justement. Il y a des pays du Non, Nord, mais non. en Finlande et tout ça, où les ministres, c'est des professionnels. Oui, mais en France, ils ont essayé de faire ça, mais c'était une catastrophe. Au niveau politique, c'était une catastrophe. Ils ont essayé de faire ça. Parce qu'on est exactement ce qui est marqué dans la Gemara, Ikveta Demshecha, c'est Kepna Akelev. C'est-à-dire que les manigim, les dirigeants ne dirigent pas. Ils sont dirigés. Donc on a besoin de l'accord du peuple sur chaque chose. Le peuple, par définition, il ne comprend pas dans tout. Ok, donc on est obligé on va se plier à ce qu'on appelle du populisme, c'est ça. C'est se plier à ce que le peuple veut, alors que c'est pas forcément bien. Donc on va faire quelque chose, tout le monde applaudit, mais c'est dans l'absolu une erreur. C'est les Kelev qui dirigent, c'est quoi D'accord, le chien, Ikveta Demshecha, Ilan, Ikveta Demshecha, profite. Le chien, Le Kelev qui ça. tire, il va à droite, il va à gauche. Ikveta Demshecha, Pneador Kepla Kelev, pardon. Donc la génération ressemble au chien, c'est-à-dire que le chien qui marche en avant, mais en vérité, il est tout le temps en train de regarder derrière, en train de regarder où son maître va. C'est exactement ça. Les dirigeants ne dirigent pas. Ils sont dirigés, mais en fait, ils sont très mal dirigés. Parce que le peuple a besoin d'être dirigé. Donc, on comprend l'importance de l'ordre et on comprend qu'il faut qu'il y ait quelqu'un à la tête. Maintenant, comment choisir et quoi choisir, etc. C'est ce que je vais développer un petit peu. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais bon. Vas-y, on a le temps. On a le temps. Donc, c'est des En même temps, il n'y a pas d'élection non plus. Hein. Si, en France, quand même. Eric ou pas, quoi. Il faut se décider. Non, c'est pas la Donc, dans la Gemara, c'est marqué qu'il y a 4 groupes de personnes qui ne verront pas le Gan Eden. Un des groupes, c'est les Letzanim. 4 Letzanim. C'est quoi les Letzanim? C'est justement ceux qui te disent ouais, bon, ça c'est pas important, ouais, ça c'est pas important. Ils sont tout le temps en train de. Tout le monde, de toute façon, c'est tout pareil. On m'a envoyé une vidéo cette semaine. Je ne sais pas exactement tout le contexte, mais c'est quelqu'un, un juif, qui disait. Il prit de parler, il racontait une histoire, il était au restaurant et puis il a demandé, il a dit bon, moi je mange kasher, bon kasher ou halal c'est la même chose. Non, kasher ou halal c'est pas la même chose. C'est ça, c'est 4 letzanim, c'est-à-dire que kasher ou halal, halal en français, mais halal en rebeu. Donc non, ça c'est letzanim. C'est pareil. C'est-à-dire, non, bon évidemment j'ai pris l'extrême, mais ça peut être vraiment tout. Ouais, c'est bon, c'est pas grave, et chaque chose c'est pas très important. Je dis non, c'est marqué comme ça, c'est marqué la halakha, c'est comme ça. Ouais, mais ça va. La pas de rigueur. Exactement. Il faut un rave marocain, il m'a raconté, Strasbourg, quelqu'un qui est venu demander dis-moi, ça c'est un minag ou une halakha? Il lui dit ça c'est une halakha. Ah, d'accord. Genre, pas grave. Le minag c'est le plus important. Donc c'est justement le fait de ne pas savoir donner le poids et l'importance des choses, c'est ça qu'on appelle l'etzanout.
C'est-à-dire que bon, on prend les choses un peu à la légère, tout est un peu léger, un peu léger. Pardon. Par exemple, il y a marqué dans le passage qui Dvar Hashem Biza. Il a manqué de kavod aux paroles d'Hachem. C'est quoi ce qu'il a manqué de kavod aux paroles d'Hachem? La Gemara nous dit c'est celui qui peut étudier et qui n'étudie pas. C'est-à-dire que il a une capacité qu'il n'exploite pas, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas cette obligation d'étudier. Donc ce déshonneur en fait, c'est ce qu'on va appeler détruire une échelle de valeur. Je vais expliquer ce que je veux dire. Ça, Je vais donner un c'est exemple. 2, hein. Ça, Pardon. c'est le deuxième. Ça veut dire la 4. Non, j'ai parlé que. Non, je suis toujours dans les 4 les tsalim. C'est-à-dire ceux qui sont légers. Ah, Je ne parle pas des 4. Je ne parle pas des autres. Il y a marqué la shonara, etc. Je ne parle pas des autres. Je vais donner un exemple, assis de ce que je veux dire. Rav Yosef. Pour le prendre comme exemple, il était une fois avec Rav Benzion Abba Shaul qui était Sachavuta à l'Yeshiva. Tous les deux, Gdolé Israël. 50 ans plus tard, ils travaillent au service du peuple, puisqu'ils mettent plein de choses en place. Ils sont ensemble dans une réunion, je ne sais pas où. Et puis le Rav Adja, qui était, après être grand rabbin d'Israël, il avait le droit à un chauffeur, une voiture. Il dit à Rav Benzion, il dit viens, je te ramène la voiture. Rav Benzion a dit non, c'est bon. Rav Adja, il part. Je ne sais pas s'il a insisté ou pas, l'homme chef. Le fils de Rav Benzion, il dit à son père, mais papa, t'as pas 50 ans, t'es pas jeune, quoi. T'as une voiture qui t'amène, enfin, qu'est-ce qu'il y a de. Pourquoi tu veux pas? En plus, c'est ton pote, quoi. C'est-à-dire, vous allez kiffer, quoi. Il a dit, mais t'as pas compris. Si Rav Adja, il allait me prendre dans sa voiture, il allait faire un détour pour m'amener. Ah, c'est vrai que ça allait faire perdre 2 minutes. Mais 2 minutes d'étude du Rav, c'est très important. Alors, c'est un gadol qui dit ça sur Rav Adja. Ça veut dire que Rav Adja, par définition, c'est l'assiduité. Ok, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Netanyahou qui vient chez Rav Adja. C'est filmé pendant 10 minutes. Rav Adja, il ne se rend même pas compte. Il est en train d'étudier, il ne se rend pas compte. Et après, il y avait, je sais pas qui était là-bas, ils ont dit bon, on va le. Non, et Netanyahou a dit non, laissez-le étudier. Quand il termine, là, il lève la tête et ok, c'est-à-dire que c'est par définition, l'étude, c'est sa vie. Son décès, 800 000, 500 000, 1 million, chacun dit ce qu'il veut, on s'en fout. Et au Shalem, entièrement prise d'assaut pendant une journée. C'est-à-dire l'aller-retour pour aller à l'enterrement, c'est 24 heures. Non, pas 24 heures, c'est 12 heures. C'est-à-dire aller et revenir. Si le Rav était rêvé, il nous aurait dit allez étudier, ne venez pas. Sauf que nous, on a une halakha qui s'appelle Kvod HaTorah Adif. C'est-à-dire le respect dû à la Torah est plus grand que l'étude de la Torah. Plus grand que l'étude de la Torah. Et pourquoi est-ce que le respect de la Torah, c'est important? Parce que l'étude de la Torah, c'est très important. Non. Le respect, c'est très important. C'est plus important que l'étude. Mais c'est un cercle vicieux. Tu me dis la Torah c'est important, il faut l'étudier. Il faut l'étudier 24 heures sur 24. Ok. Maintenant tu me dis non mais il y a le Rav qui est mort, il faut l'accompagner. Non, lui-même il nous aurait dit d'aller étudier. Non. Kvod HaTorah Adif. Je me rappelle que je donnais cours à Tel Aviv et le Rav Eliashiv est décédé. Et on avait un dilemme. C'était pas des gens qui allaient venir étudier. Si on n'est pas là, ils viennent pas. Si on est là, ils viennent. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la Levaya ou on va donner cours? Bonne question. On part chez demander, je ne me rappelle plus à qui. Il a dit, le Rav nous avait dit. Aller à la Levaya, c'est le plus grand cours que vous pouvez donner à vos élèves. Le Kvod HaTorah, le respect dû au Gdolim. Pour nous, pour un gadol à ce niveau-là, c'est un Sefer Torah. Si on a l'obligation de se lever devant lui, c'est parce que c'est un Sefer Torah. La Gemara nous dit Ane Bavlaï Tipshaï, c'est les Babyloniens qui sont idiots, qui se lèvent devant un Sefer Torah, qui ne se lèvent pas devant un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, c'est un Sefer Torah vivant. Les Sfaradim, ils embrassent la main du Rav. Parce qu'ils considèrent que le Rav, c'est un Talmid Chacham, c'est un Sefer Torah. C'est-à-dire qu'il y a un kavod qui est important, plus que l'étude de la Torah. Par respect, il faut définir encore, parce que si c'est un respect purement. C'est un respect, je vais expliquer l'idée de ce respect. C'est un acte de respect, parce que sinon, moi je respecte et je n'étudie pas. Moi j'ai un respect immense pour la Torah. Ah oui, mais ça c'est se mentir. Non, si c'est important. On peut avoir un respect authentique, personnel. Pourquoi on respecte? Parce qu'on aime. On aime quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui a étudié déjà, il a étudié, il a un respect immense pour la Torah. Il dit j'arrête d'étudier maintenant, je respecte seulement. Et pourquoi tu arrêtes d'étudier? Parce que je veux respecter, c'est plus important que. Non, mais toute ta vie, tu dis je respecte. Je respecte. C'est comme ceux qui respectent le Shabbat dans le cœur. C'est pas le respect en lui-même. Non, mais c'est respecter le Shabbat dans mon cœur, c'est respecter quand je le fais pas.
Pour Ta la Torah, femme, elle te dit. c'est là l'ambiguïté Il y a de la l'attention, formule. quoi. Respecter, Non, c'est mieux non, qu'étudier. mais la formule, elle est simple. Est-ce C'est que toute ma vie, je vais. L'attention pour l'action, quoi. Mais C'est toute l'action, une action. toute ma de vie, je vais respect. étudier parce qu'une fois, je suis parti à l'enterrement du Rav. C'est ça l'expression du respect. D'accord. C'est pas que je vais m'arrêter toute ma vie. Donc c'est des actes de respect. Voilà, c'est pas respecter passif. Respecter passif, c'est pas respecter. Ça n'existe pas dans la Torah. Une idée, c'est un maasé. Il faut passer à l'acte. Alors le respect, l'acte, il est d'aller à l'enterrement. On dit pas que Ou l'attention- d'aller chez les Hasidim, par l'attention, exemple, chez les Hasidim, d'aller quand le Hadmour il marie un fils, ou etc., ou il y a une simcha, ils vont tous. Et le Hadmour il en a rien à cirer, par respect. On a besoin de cette image de respect. Tu disais quelque chose. L'intention vaut pas l'action? Non, pas du tout. Pas du tout. Seulement, il y a marqué que Kadosh Baruch Hu metzaref kavana lemaaseh, c'est-à-dire quand j'ai l'intention et que j'ai pas pu faire, alors j'ai fait comme si tu avais fait. Mais quelqu'un qui dit je veux faire Shabbat, oh j'ai envie de faire, mais il fait pas. Hein. C'est pas l'intention, elle vaut rien. L'acte. Quand tu fais que ton intention est pourrie, c'est bon signe. Non, c'est mieux. C'est mieux quand tu as une Mieux, bonne ouais. intention, mais à l'écart que l'intention soit là. À l'écart que l'acte soit là. C'est comme une fois quelqu'un a dit je veux donner la tzedaka, mais j'ai envie de le faire avec la kavana la plus forte. Et comme j'ai pas la kavana, je fais pas. Ouais, c'est bon. Je vais mentir avec quelqu'un d'autre. Non, je veux faire les chèvres, les routes, je vais aller au mikvé. Désolé, je suis pas allé au mikvé ce matin, je peux pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc le kavod, il est le kavod qu'on fait, encore une fois, quand on va aller, ça peut être un enterrement d'arabe, mais ça peut aller simplement quand il rentre et tu te lèves dans la salle. C'est un kavod. Et c'est quoi ce kavod? C'est quoi? Le rav, il recherche ça. Le rav, des fois, il ne voit même pas. Il y a des histoires où des rabbinim qui ont puni leurs élèves parce qu'il leur manquait de respect. Ça a l'air incroyable. Il y a une histoire incroyable dans la Gemara. Rav Kahana habitait à Bavel. Il est monté en Eretz Israël, chez Rabbi Yochanan. Resh Lakish, il a dit à Rabbi Yochanan, il y a une bombe atomique qui arrive, Rav Kahana. Bon, chez Rabbi Yochanan, il y avait des bancs. Le banc numéro 7 est le plus nul. Alba est contre le plus nul. Bon, on est le tout éloigné. Banc numéro 1, c'est le meilleur. Et Rabbi Yochanan, il était en hauteur. Rabbi Yochanan, comme je ne sais pas si j'ai raconté tout à l'heure, il avait les yeux fermés. Non, je n'ai pas raconté ça, j'ai raconté ça dans un autre sujet. Il avait les yeux fermés parce qu'il était très gros, et donc ses copies étaient toujours fermées. S'il voulait voir, il levait ses... Donc, Rav Kahana pose une question, allez, il passe de classe. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et il continue. Rav Kahana était assis en hauteur, et à chaque question qu'il posait, il enlevait un coussin. Genre, je suis pas à la hauteur, c'est le cas de le dire, de m'asseoir au-dessus de cette personne. Au final, ils sont assis à égalité. Rav Kahana dit, bon, je vais quand même regarder c'est qui, c'est monstrueux, quoi. Il lève ses paupières, et Rav Kahana, il avait un tic, il faisait comme un sourire un peu non, un peu genre hautain comme ça. Il y a marqué que Rabbi Yochanan a dit quoi? Il se moque de moi. C'est-à-dire lui, il croyait que c'était la réaction du fait que Rabbi Yochanan était tellement important qu'il se moque de moi. Nathan Boenav, il l'a observé et Rav Kahana est mort. Ils l'ont amené pour le mettre dans une grotte pour l'enterrer. Je dis, mais attends, qu'est-ce que t'as fait là? On t'a amené le meilleur élève du monde. Qu'est-ce que t'as fait? Je dis, mais il s'est moqué de moi. Je dis, mais c'est pas moqué de toi, c'est pas de sa faute, il a un tic. Ah, si c'est comme ça, il va à l'entrée de la grotte. Il y a un serpent qui garde la grotte. Il dit, laisse-moi rentrer, le rav va bien, je laisse mon calmer. Le serpent, il ne laisse pas rentrer. Bon, on est chavouta, le serpent, il ne laisse pas rentrer. L'élève vient chez le rav. Ah, là, il le laisse rentrer, il le fait vivre. Et après, la Gemara continue, échange entre Rav Kahana et Rav Yochanan. Rav Kahana dit, mais à condition que je ne sais plus quoi. Rav Kahana dit, non, je ne peux pas. Bon, qu'il est laissé là-bas. Et dans 2 secondes, Rav Yochanan, c'est un malade de kavod. Il a vu quelqu'un qui lui a donné l'impression, allez hop, il lui a jeté un regard, il est mort. Non, ça fait partie de l'éducation de l'élève face au Rav. Quand tu es quelqu'un, tu lui dis plus. Non, moi j'ai arrêté, hein, mais n'ayez pas peur. Non, il y a plusieurs histoires comme ça avec Rav Yochanan. Il y a un autre élève, Rav Yochanan, il a dit quelque chose. Il a dit qu'au temps du Mashiach, il allait avoir des rubis qui allaient faire la taille d'une pierre ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et un élève lui a dit, ah c'est vrai, une fois j'étais en voyage et j'en ai vu des comme ça. Alors il lui a dit, mais attends, j'ai pas compris. Et si tu n'avais pas vu, tu n'aurais pas cru, c'est marqué dans la Torah. Nathan Boenav, il a observé, il est devenu un tados. Et le Stapler, le père de Raphaël Kalevski, il pose la question, comment est-ce que Rabbi Yochanan il faisait ça d'abord? Il y a la recette là-bas. Non, je rigole. Mais est-ce que ça ne s'appelle pas tuer? Ça s'appelle tuer. Discussion à part entière. L'homme échané, ça ne s'appelle pas tuer. Mais ça fait partie de l'éducation de l'élève envers le Rav. Un Rav qui te dit, mais pourquoi je ne t'ai pas levé quand je suis passé? Alors il y a le Rav, on se demande pourquoi est-ce qu'il dit ça, mais il est vrai. C'est simplement par respect. Un Rav qui met en nidouille un élève. Il y a des histoires comme ça tout au long de la Gemara. Il le mettait en nidouille, excommunié. Parce qu'il a mal parlé, parce qu'il a mal posé des questions, etc. Il y avait une chavouta, un des deux,
est devenu Nassi. Nassi en termes rabbiniques. Et l'autre, il a envoyé à son copain, il lui a dit Shalom Alecha Una, c'est Ravuna, Chavrin, notre ami, telle question de halakha. Et le Nassi, donc le copain, son copain, il lui a envoyé, même chez les endeuillés, il y a celui qui s'assoit à la tête. Alors, il ne comprenait pas la réponse. Alors, celui qui a envoyé, j'ai oublié les détails de l'histoire, il est parti voir un autre Rav. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Je posais ça, il m'a répondu ça, quel rapport? Alors j'ai dit, raconte-moi l'histoire. Il a dit, j'ai envoyé une lettre à mon copain. Il me dit, comment tu as formulé la question? Il dit, bah, c'est mon copain. Il dit, bah voilà. Il t'a dit, même chez les endeuillés, il y a un minimum de respect. Donc c'est pas par rapport, non c'est quoi, qu'il est malade de kavod, pas du tout. Il veut lui faire comprendre cette idée de respect. Je reviens en Kvod HaTorah, je termine, waouh. Je termine dans 5 minutes. 5 minutes et je termine. On a l'obligation d'étudier la Torah 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le Chafetz Chaim fait le calcul que chaque seconde on peut dire 6 mots. Faites des notes WhatsApp vocales, 1 seconde, 6 mots, c'est calculé. En accéléré. En accéléré, c'est ce que tu entends. Si tu appuies sur toi en accéléré, c'est ma choix à faire. 1 seconde, 6 mots. 1 minute, 360 mots est égal 360 mitzvot. En 1 minute, on étudie la Torah. Okay, c'est pas mal, 10 minutes. Allez, faites le calcul. Et pourtant, quand on passe à côté des toilettes, ou alors il y a une couche qui est pleine, ou alors nous-mêmes on est aux toilettes, on n'a pas le droit d'étudier. Il y a des gdolim, quand ils étaient aux toilettes par exemple, ils fait répéter à voix haute la table de multiplication pour ne pas être, parce qu'ils étaient complètement dans le sujet, ils ne voulaient pas, on n'a pas le droit d'étudier. Je ne comprends pas. Tellement important d'étudier la Torah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est tellement important, mais le kavod de la Torah il est plus important. C'est-à-dire qu'on met en avant plus le kavod de la Torah que la Torah. Pourquoi est-ce que je dis ça avec un rapport avec la paracha? On a expliqué que le kavod d'un côté, c'est positif, le kavod de la personne qu'on va avoir. Le kavod et la hiérarchie qui doit être en société, c'est aussi important. Celui qui est à la tête de cette hiérarchie, c'est le Talmid Chacham. Yaakov Avinu et Esav. Yaakov Avinu et Esav se rencontrent et il y a deux étapes, 3 étapes en vérité, mais les 2 qui m'intéressent, c'est le début, quand Yaakov envoie des anges et il leur dit, dites à Adoni les Esav, en maître Esav. 8 fois il a dit ça. À la fin de la paracha, on a 8 rois de Esav. On nous dit, il a été puni quand il a dit Adoni Esav 8 fois. Il y a 8 rois de Esav avant qu'il y ait eu un roi d'Israël. Ça a l'air, enfin c'est-à-dire chercher la petite bête quoi. Ça va, qu'est-ce qu'il a dit? Vous voulez s'arranger avec lui? En vérité, Yaakov et Esav, il faut savoir entre parenthèses qu'à chaque fois, tout au long de la galoute, où il y avait des échanges, où il y avait besoin d'aller intercéder auprès d'un roi, d'un ministre, etc., les Gdolim qui allaient faisaient Chazara de la paracha de la semaine, le Veishlach. Parce que toutes les interférences Yaakov et Esav, elles sont marquées ici. Comment se conduire avec Yaakov et Esav, c'est marqué ici. Donc donner un certain pouvoir à Esav, c'est une image négative. On a 2 cultures. Certains espèrent assembler les 2 cultures, judéo-chrétiennes. Mais en vérité, c'est 2 cultures qui n'ont aucun rapport. Et quand Yaakov donne du respect à la culture de Esav, ça crée des bugs chez vous. Ça crée des virus chez nous. C'est-à-dire que quand tu dis Adoni et Esav, c'est la catastrophe. Donc il faut tout de suite éradiquer. Punition, tu n'as pas à dire Adoni et Esav. Parce que dans notre vision, on a les idées qui sont faussées. Je donne un exemple. On va avoir aujourd'hui une éthique universelle. D'accord? Il y a des choses que tout le monde est d'accord. Le respect pour l'autre, le droit, les droits de l'homme, etc. Tout ça, c'est basé, en fait. C'est ce que la Torah a créé. Au final, ça se retourne contre nous, parce que nous qui avons grandi dans un système comme ça, on est noyés par les mêmes termes qui sont dans la Torah, mais qui sont galvaudés. Aime ton prochain comme toi-même. Ok, c'est magnifique. C'est une phrase qui tourne. J'ai des non-juifs aussi. Et c'est eux qui ont fait le choix. Aime ton prochain comme toi-même. Mais comment c'est possible? Ah ouais, c'est possible. Ne pas voler, ne pas tuer, etc. Ok, ne pas tuer. Mais bon, une personne qui est fatiguée, qui est en fin de carrière, allez hop, on peut débrancher. C'est-à-dire qu'on peut avoir les mêmes idées de départ, mais au final, ça n'a aucun rapport. La culture, ce qu'on appelle la culture, qui est associée, on dit oui, bon, il y a quand même beaucoup de points communs. Au final, c'est pas que eux vont devenir comme toi, c'est toi qui deviens comme eux. Et on dit à Yaakov, attention à toi. Quand tu dis Adoni et Esav, c'est la catastrophe. Quand tu donnes un certain pouvoir à Esav, c'est la catastrophe. L'échelle de valeur, qui doit être claire. Tout en haut de cette échelle, tu dois avoir le Kvod HaTorah. Pas la Torah, le Kvod HaTorah. Tout en haut de cette échelle. À partir du moment où tu fausses la donne, tout est abîmé du haut jusqu'en bas. C'est la deuxième partie de l'histoire. Yaakov et Esav se rencontrent dans la nuit, le malach de Esav. Ils se disputent toute la nuit. Au final, le matin arrive, l'ange tape Yaakov, il devient boiteux. Et c'est pour ça que nous, on ne peut plus manger guidé à la nerf sciatique.
quel rapport? Mais c'est bon, il y a 3000 ans, mon arrière-grand-père, il s'est fait massacrer, il boite depuis, ok, bon, c'est bon, d'après la Gemara dans Ta'anit, il n'est pas mort, mais il est mort, ok, et nous, on ne peut pas manger cette partie-là, sachez que, en termes de cache-route, ça coûte. Parce que toute la partie arrière de l'animal, on ne la mange pas. Tout ça à cause de l'histoire de Yaakov, c'est payé cher, quoi, c'est bon. Pourquoi? Les Rishonim m'expliquent que, en fait, le nerf sciatique, ce qu'on appelle le nerf sciatique, c'est on va dire, c'est le nerf qui est au milieu entre le haut et le bas. Le haut du corps, le bas du corps, la tête et les pieds, la tête spirituelle, l'intellectuel, les pieds, le matériel, l'instinct. Nous, on a un ordre. Les pieds sont à l'ordre de la tête. Chez les Goïms, c'est le contraire. La tête est au service des pieds, c'est-à-dire, il y a des tavot, il y a des envies, il y a des instincts, il y a des besoins. Alors, on va créer un système où tu pourras profiter le maximum. Profite le maximum. On va te mettre tout un système. 90% d'Internet, vous savez pourquoi c'est utilisé, à part ceux qui travaillent dessus, le reste c'est que pour des bêtises, ok? C'est-à-dire qu'on va te mettre tout un truc d'une chorma incroyable, ce que tu peux faire avec c'est incroyable, mais c'est au service des ta'avot. Nous on a un ordre, les pieds sont au service de la tête, et ça veut dire moi j'arrive pas à me battre avec Yaakov, il est trop clair dans ses idées. Alors quand est-ce que je viens dans l'obscurité? Quand c'est pas clair. Quand les choses ne sont pas claires, bon, c'est les mêmes notions, c'est les mêmes moussards, c'est pas grave, je ne vais pas étudier un sefer de moussard, je vais étudier les vinas, ça se ressemble, c'est les mêmes termes, c'est vrai, ça se ressemble beaucoup, surtout les vinas, mais ça se ressemble, et ben non mon ami, ça c'est le brouillard, ça c'est la nuit, ça c'est quand tu mélanges. Quand tu mélanges, c'est justement ce que Esav il a fait le mélange des notions, il a abîmé l'échelle de valeur, et c'est pour ça qu'au matin, quand les choses sont claires et que Yaakov a raison, le malach il dit à Yaakov, Israël, toi tu es Yachar El. Toi, tu es droit vers Hachem. Toi, tu es Sar. Tu es un ministre, c'est-à-dire tu es quelqu'un d'important dans ton contact avec Hachem. Ce que je veux dire, et avec ça je conclue, c'est que l'échelle de valeur, c'est la base. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir une échelle de valeur amitite? On a tous des valeurs. Qui dit que dans nos échelons, on sait comment le faire? La seule chose qui donne cette capacité de peser le pour et le contre, c'est la halakha. Dans la halakha, c'est ce qu'on fait matin, midi et soir. On a l'interdit de transgresser Shabbat. Interdit incroyable. Mais il y a une femme qui est en train d'accoucher. Ah, dans ce cas-là, évidemment, je suis à l'hôpital. Mais est-ce que je peux éteindre la voiture après? Ah bah non. Mais pourquoi? Alors ça, c'est picor réfèche, ça c'est pas picor réfèche. On est tout le temps en train de peser le pour et le contre de chaque chose. Un gadol be'alacha, quelqu'un qui connaît de la halacha, quelqu'un qui sait trancher une question de halacha, l'échelle de valeur, elle est claire, elle est construite, elle est transmise comme ça au fil des générations. C'est cette échelle de valeur qu'on doit respecter.